La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD hebdomadaire qui a des coupures dans la voix, il sait pas pourquoi. Coucou les gens, rassurez-vous, il n'y a que mes deux comparses qui ont des coupures dans ma voix apparemment. L'enregistrement est plutôt correct. Pendant que Thio fait une pluie de chocobons. Salut Thio, comment vas-tu mon cher ami ? Ça va super bien, mais c'est une pluie de sachets parce que j'ai déjà tout mangé. Ah, mais comme ça ils volent, c'est plus joli. Chocobons. Ouais, les chocobons sont morts. C'est l'arme du podcasteur intelligent. Hein ? Oui. Alors, ça peut faire plein de bruit, ça peut tuer un micro, ça peut tuer un ingénieur du son aussi. Mais il n'y a pas que toi pour m'accompagner ce soir, il y a aussi Guillaume. Salut Guillaume. Bonsoir tout le monde. Je veux bien des chocobons moi aussi là. Tu peux en téléporter s'il te plaît, j'ai plus à la maison. Et oui, car malheureusement, Merci. nous sommes toujours sur cet enregistrement sans Isaac, qui malheureusement est malade, et à distance, car nous sommes tous entourés de gens dangereux, qui pourraient nous faire du mal. Voilà. Mais nous positivons à Donf, parce qu'on est des gens bien, et nous allons vous parler de bande dessinée, avec un programme fort sympathique, un peu réduit. Si vous regardez le logo de l'épisode, bah en fait il y a des trucs dont on va pas parler parce que Tizak est pas là, ce n'est que partie remise. Nous allons donc vous parler dans cet épisode de l'esprit critique, des 2 premiers tomes de La Pierre du Chaos et de Assassination Classroom, avant d'enchaîner sur un petit œil sur le jeu vidéo Inscription. Et je crois qu'on peut tout de suite commencer à attaquer dans le live, et c'est moi qui attaque direct. Ouh, ce stress. Je vais vous parler de l'esprit critique qui est sorti chez Delcourt pour 16,50€, scénarisé par Isabelle Botian, dessiné et colorisé par Gali. Alors, c'est l'histoire de Paul, qui est du genre à toujours vérifier ses sources et à faire confiance en la logique et la science. Lors d'une bouffe avec des amis, il est confronté à une baba pétrie de médecine alternative et se retrouve un peu déstabilisé quand on lui fait remarquer son manque d'ouverture et son arrogance d'intello. Heureusement, il reçoit la visite de l'esprit critique, qui va lui raconter l'histoire de la pensée scientifique, et donc de la pensée critique, et tous les biais dans lesquels on peut inconsciemment sombrer. Car oui, on peut tous se faire avoir par les biais cognitifs. Au niveau du scénario, même si on est plus dans un essai que dans un récit d'aventure, clairement, Isabelle Botian arrive à nous entraîner à la suite de ses personnages de façon très fluide et agréable, et elle sait utiliser des exemples qui sont clairs, et un humour qui aide à mieux assimiler les concepts évoqués. On n'est pas dans le truc très péremptoire, un peu chiant de la BD qui va se lancer un petit peu sur le côté essai. On est vraiment sur quelque chose qui se lit de façon très très fluide. Et avec ça, Gali arrive à éviter l'écueil du récit scientifique en variant à donf toutes ses mises en page. Ça reste super créatif dans la façon de raconter les choses, et en accompagnant très brillamment le texte sans se laisser écraser par celui-ci. Ce qui est toujours le risque, c'est que dans ce genre d'histoire-là, souvent le texte prend trop de place et te démonte le dessin. J'ai trouvé que c'était un formidable outil didactique, que ça va mettre entre les mains aussi bien des pro-vax pour qu'ils évitent leurs arguments, que des anti-vax pour qu'ils comprennent leur biais de raisonnement. Alors j'ai pris l'exemple des vax, mais c'est un exemple comme un autre. J'aurais aussi pu dire Zemmour, Platiste, Cyril Hanouna, Linky, Blanquer ou 5G, mais je voudrais vraiment pas trop politiser ce podcast. Quoi qu'il en soit, voilà, moi c'est une bande dessinée que j'ai trouvée très intéressante, une bande dessinée à offrir qui aide aussi un peu à se remettre en question soi-même quand on pense à voir la vérité vraie, et qui apprend que un vrai scientifique, c'est quelqu'un qui se remet toujours en question. Mes chers amis, qu'en avez-vous pensé, Guillaume ? Écoute, très 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 bonne surprise. Je m'attendais pas du tout à ça. Cette BD finira dans ma bibliothèque personnelle à plus ou moins court terme. Et enfin voilà, comme tu disais. Bien, simple, efficace, ça
ça te montre tout, ça te cache rien, et en même temps, ça ne prend personne à partie, ce que j'aime beaucoup, parce que du coup, on se sent pas visé du doigt. Et franchement, j'ai trouvé ça excellent et super bien fait, quoi. Tout est bien équilibré. Enfin, j'ai pas de critique négative à donner, en fait. Je trouve ça vraiment bien. Voilà. Là, on va partir, je veux dire, on est sur une voie du biais cognitif très très fort. Car tu connais la règle, c'est les personnes qui ont lu le bouquin qui doivent voter pour savoir si c'est un coup de cœur ou pas. Et Thierry n'est pas là, alors qu'il l'a lu. Et Thierry avait pris en otage le livre, et Thio l'a pas lu. Et on est d'accord qu'il y a une forme de certain biais là-dessus. Penses-tu que cette BD mérite un coup de cœur ? Alors moi oui, je le pense. Maintenant, si je veux, tu vois, essayer de garder un esprit critique, attention, c'est pas vrai. Comme il l'a kidnappé et qu'il savait qu'il pourrait pas être là, c'était pour être sûr que Thio puisse pas dire non. C'est possible. Il est malin. Ouais. C'est une fouine, ce Isaac, hein, Thio. Et tu penses qu'il a pu penser ça ? Ouais, à cacher les piles de BD. Bon, on va dire que c'est un petit coup de cœur parce que effectivement, j'ai été surpris. C'est pas le genre de bouquin que j'offrirais, on va dire, habituellement. Ce genre d'essai, de côté un peu didactique, mais voilà, j'ai trouvé que c'était très intéressant parce que ça prenait pas vraiment parti et que ça remettait un peu tes perspectives non-stop en disant que oui, on ne sait jamais si un jour peut-être que la science nous fera découvrir quelque chose qui remettra en cause tout ce qu'on a toujours cru. Et peut-être que on a tort depuis le début, mais on ne le sait pas encore. Tadadam. Bon. On va parler de la pierre du chaos, les tomes 1 et tome 2. Mais j'allais vous dire, même si je ne l'ai pas lu, finalement, vous m'avez presque donné, vous donné envie de le lire. Oui, mais je te le prêterai, rassure-toi. C'est donc Pierre du chaos de Gabriel Katz, qui est un romancier de fantasy, dessiné par Stéphane Créti. C'est aux éditions Dracou pour 14,50€ le tome. Eh bien, mon cher Thio, de quoi est-ce que ça parle ? Alors, la pierre du chaos, donc c'est un triptyque. Pour l'instant, tous les tomes sont sortis, je crois d'ailleurs. En fait. Ouais, les trois sont sortis. Le troisième, je sais pas si on l'a eu ou si il se balade, mais je l'ai pas lu. Non, je crois pas. Ouais. L'empire de Némès est secoué par des révoltes populaires, et dans ce cas-là, qu'est-ce que fait le bon roi, le bon empereur, on ne sait pas trop ce que c'est qui dirige, mais il dit ok, on va envoyer donc maintenant en service militaire, on va envoyer tout le monde, même les fils de riches. Bon, en théorie, on va les envoyer plutôt dans les endroits où ça castagne pas, comme ça quand même. On va dire qu'on essaye de ménager la chèvre et le chou. Et c'est ainsi donc que nos deux héros, donc Navel et Arès, deux fils de bonne famille, se retrouvent à Enoch, à l'autre bout du monde, la frontière nord de l'Empire, celle où il ne se passe absolument rien. Mis à part le viol de une ou deux bergères de temps en temps. Sinon, c'est vraiment le calme plat dans ces plaines nordiques. Mais au cours d'une patrouille, ils vont réveiller un ancien artefact qui est enfoui depuis des siècles. Et leur petite vie de planqué va bien changer parce qu'en fait, des hordes barbares sont en train d'arriver justement dans l'empire de Némès et ils arrivent forcément par la frontière nord. La paumée, quoi. Il ne se passe jamais rien. Voilà. Et on va suivre justement, voilà, donc d'un côté, alors des barbares qui ressemblent quand même furieusement, je trouve, à des trolls, des ogres, des bons babards, quoi. Hein. Des bons babards avec c'est dans Donjon qu'il y a les babards. Des grosses veines qui débarrassent et ils tapent furieusement avec des marteaux qui font 12 tonnes. C'est les seigneurs du chaos. Oui, les seigneurs du chaos, ouais, mais enfin, après, voilà, c'est assez classique. Mais avec un petit côté un peu magique, un petit côté trahison, traîtrise, corruption, faux semblant, double jeu, triple jeu, quadruple jeu. Bon, voilà, là j'ai essayé de vous le vendre, je vous ai fait le résumé. C'est pas du fantastique quoi. Je pense que ça aurait peut-être été une bonne BD il y a 10-15 ans, quand on avait... Oui, il y a 20 ans peut-être même, on pourrait dire, quand on avait 20 ans. Il y a 20 ans, dans les années 90, même 2000 du coup, ça aurait été peut-être une bonne BD, un truc qui sentait, tu sentais l'odeur des chips et de la pizza, et quelque part quand tu tournais les pages, tu entendais les dérouler sur la table, quoi.
Mais j'ai pas été follement emballé par la pierre du chaos de chez Dracou. Alors, je sais pas si c'est le cas là, mais je sais que Gabriel Katz, ses romans sont inspirés de ses campagnes de JDR. Hein. Ah, mais après, voilà, non, mais je trouve que là, la touche, tu la sens, hein, c'est du jeu de rôle. Mais j'ai pas été voilà, top emballé. Le dessin est bien, mais sans plus. Je trouve que c'est un peu fouillis à des moments, que ça manque un peu de clarté. Et voilà. Dans l'ensemble, on va dire que j'ai rien trouvé qui m'a porté pour cette BD là. Peut-être que ça c'était plus dans votre goût à vous. Allez-y, Guillaume, faites votre office. Alors, moi, le 1 m'est tombé des mains. Je l'ai lu jusqu'au bout, mais il m'est tombé des mains et j'ai refusé de lire le 2. Ok. C'est pas que j'ai pas pu, c'est par choix. J'ai refusé de lire la suite. Je te trouve hyper gentil. Même il y a 20 ans, j'aurais trouvé ça pourri, quoi. J'ai vraiment pas aimé cette BD. C'est pas possible, quoi. Je suis désolé, mais le dessin, il est pas sans plus. Il est bof et sans plus, quoi. Tu vois, franchement, j'ai pas du tout aimé cette BD. Je trouve que ça fonctionne pas. Je me suis ennuyé. C'était lent. Le dessin m'a pas franchement plu. Et puis voilà, quoi. Franchement, c'est pour moi, de tout ce qui est sorti chez Dracou, c'est limite le pire, quoi. Donc non. Cette BD bof, j'en ai vu d'autres qui avaient l'air pas fantastiques. Après, il y en a quelques-unes qui sont pas géniales, hein, et c'est pour ça que j'ai dit limite, parce que j'hésite, mais c'est en gros, voilà, il y a Dracou s'est lancé, ça a fait partie des premières BD qu'il a lancées. Pour moi, c'était un mauvais choix de lancement. Pour moi, la BD, elle est pas mature, en fait, hein. Clairement, il manque un truc. Il aurait fallu que ce soit mieux travaillé pour que ça mérite d'être publié. Moi, j'ai l'impression que c'est de la BD qu'ils ont sorti en se disant, il nous en faut une. Bon, celle-là est presque bonne, mais il faut qu'on occupe un peu l'espace, quoi, tu vois. Et il y en a quelques-unes, chez Dracou qu'ils auraient mieux fait d'attendre avant de les sortir. Et celle-là en fait partie, quoi. Je dirais que même quand tu regardes, peut-être aussi, voilà, il fallait laisser le temps, mais je trouve que la couverture du tome 3, elle donne quand même beaucoup plus envie finalement que les deux autres tomes, quoi. Hein. Oui. Dans le dessin, elle est quand même beaucoup plus jolie, quoi. Il y a quelque chose qui est là. Oui, mais il y a quoi dedans? Excuse-moi, mais on a quand même affaire à des spécialistes de regarde la couve, elle est géniale, et en fait ça a rien à voir avec ce qui se passe dedans, hein. C'est même pire que ça. Moi j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que j'avais du mal à accrocher. J'ai essayé de comprendre. Le scénar en soi, il est un peu classique, mais il est pas mauvais. Il y a quelques idées sympathiques d'avoir un côté empire qui sonne un peu romain, tu vois, face aux hordes barbares du chaos, qui apporte quelque chose d'un petit peu... J'ai pas souvenir d'avoir vu cette confrontation dans ce que j'ai pu lire. Je me dis pourquoi pas, c'est pas mal. Mais moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la couleur. Il y a un gros problème de couleur. C'est-à-dire que là, sur les 2 premiers tomes, les couvertures ne sont pas colorisées par le même coloriste. Et c'est pas le coloriste qui fait la BD à l'intérieur, sachant que c'est 2 coloristes différents sur les 2 tomes. Sachant que tu commences le tome 2, t'as l'impression que c'est des crayonnés qui ont été colorisés, mais que d'un coup, il y a l'ancrage qui revient fort. Ça manque de régularité dans le trait, dans le traitement des images, et Stéphane Créti il peut faire du putain de dessin. On sent en fait que le gars on lui a dit hey, sors-nous ça vite, parce que tu regardes certains noirs et blancs des couvertures, de certaines illustrations, ces grosses scènes de gros chocs de combat entre gars du chaos, etc. Le dessin est super bien en fait, mais il est super pas bien mis en valeur. Et moi, ce qui vraiment, au cours de la lecture, c'est ça, c'est que à chaque fois que je tournais une page, j'avais l'impression de me dire, mais ah tiens, celle-là, il était pas bien réveillé ce jour-là. Celle-là, le coloriste, il s'est dit, tiens, je vais essayer un nouveau truc que j'avais pas tenté. Surtout qu'en plus, on commence avec des couleurs très naturalistes. Avec du style, le feu est rouge, le ciel est bleu, tu vois, quelque chose qui va très peu chercher dans les ambiances,
alors qu'on est dans de l'heroic fantasy et que c'est là qu'il faudrait aller chercher dans les ambiances justement pour bien te montrer les différences de choses, trouver une teinte pour montrer les royaumes du Nord et trouver un autre ton pour insister sur le côté plus à la romaine. Il n'y a pas ce jeu là-dessus et c'est vraiment dommage parce que en soi, je veux pas dire que l'histoire est excellente, on reste sur quelque chose, oh là là, le gars qui chope un pouvoir, il sait pas pourquoi, avec un artefact ancien qu'il aurait pas dû toucher, c'est à se dire, tiens, je vais tirer un dé, alors ça va être quoi? Allez, père, je fais l'histoire du gars, il y a une prophétie qui dit qu'il va être le jeune qui va sauver le monde, et impair, ça va être l'histoire du gars qui touche l'artefact qu'il aurait pas dû toucher et qui va lui donner plein de pouvoirs. Tu vois, on reste dans du cliché de l'heroic fantasy. Mais c'est pas mal mené. C'est juste mal dessiné, quoi. Mais pas par des mauvais dessinateurs. C'est ça qui est terrible. Et qui, moi, m'a vraiment perturbé. Voilà. Je sais pas si vous rejoindrez cette analyse. Mais... ouais, je pense que le petit parallèle que tu fais avec l'artefact, c'est un peu la tête de Vecna, finalement. Ils auraient peut-être pu essayer d'avoir un vrai passif de rôliste, quoi. Et essayer de se trancher la tête, mais ouais, non, je suis d'accord avec toi, c'était clairement pas la BD la plus réussie qu'on a eue de chez Dracou. Voilà, je vous invite à aller chercher des informations sur la tête de Vecna. Il y a un très bon article qui raconte cette histoire. Il y a l'œil et la main de Vecna, ça, c'est des vrais trucs, puis il y a la tête de Vecna. Voilà, vous allez chercher, c'est une belle anecdote. Voilà, bon, Guillaume, tu as quelque chose à ajouter sur le sujet Non, ça sert à rien de l'achever, hein, il est déjà mort, donc c'est bon. Je crois qu'il a été habillé pour l'hiver, hein, c'est bon. Donc La Pierre du Chaos, les 2 premiers tomes, 14,50€ chez Dracou. On lira peut-être le 3e tome par curiosité. Si on vous en reparle pas, c'est qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. Si on vous en reparle, c'est que, oh, petite surprise, on ne sait jamais. Mais qu'est-ce que c'est que 14,50€ investi dans une BD pas terrible, alors que vous pourriez nous les donner ? Hein, on est d'accord quand même. C'est quand même un bien meilleur investissement. Ça c'est du vrai. Moi je trouve que c'est des arguments ce soir qui déchirent quand même. Non, parce que clairement, nous on fait un podcast, ça nous demande du matériel, ça nous demande des gadgets. En plus, là on fait des trucs à distance, on a dû s'équiper de micros, etc. Guillaume qui est arrivé il y a pas longtemps, il est avec son casque de gamer et tout. Peut-être qu'il faudrait qu'on lui achète un micro aussi pour qu'il puisse faire des émissions à distance. Bref, tout ça, ça demande des sous. Et puis des fois, on s'achète quand même pas mal de BD, parce que notez quand même qu'on vous chronique environ 16 BD par mois en moyenne, ce qui est pas rien. Quand même, ouais, ça fait un joli score, hein, 16 BD par mois. Et c'est du budget. Et ça fait 160 BD. Ouais. Et alors pensez pas à Guillaume, lui il peut les piquer au travail, mais nous, il faut qu'on les achète les BD à un moment donné. Donc vous pouvez nous soutenir, et un moyen très simple, c'est d'aller sur Tipeee, comme l'ont fait Chevon, Warloff, Tot, Stéphane, Cobal et Boob, qui sont des gens qui savent penser aux autres et surtout à nous, et donc aux gens qui valent le coup. Sinon, vous pouvez cliquer sur les couvertures sur le site des BD sur le site lavoidesbulles.fr pour aller les acheter. Soit directement chez Bubble, soit les réserver chez votre libraire favori. Bref, n'hésitez pas à nous soutenir, nous ça nous fait vraiment beaucoup de bien et d'aide. Ça nous a permis jusqu'ici d'acheter un petit peu de matériel. Et puis si vraiment vous voulez pas vous engager, il n'y a aucun engagement sur Tipeee. Vous pouvez décider que vous nous donnez 10 balles pour donner un coup de main. Une fois et c'est tout, ou une fois par an si vous avez envie. Et ça nous fera déjà grandement plaisir, et ça nous aidera vraiment à améliorer la qualité de nos enregistrements et de nos settings totalement improvisés quand on doit fonctionner à distance. Guillaume, tu vas nous parler de manga. C'est toi notre caution manga. Et tu vas nous parler d'un classique dont j'avais entendu parler avant de le lire, qui est Assassination Classroom. Tu nous as passé le tome 1 de Yusue Matsui. C'est chez Kana. Quelqu'un a marqué, oui, 3€, parce qu'il y a eu une promo, il est à 3€ le tome 1 en ce moment. Je sais pas si ça va durer. C'est une promo définitive en fait. Ah d'accord. C'est une bonne promo. Le tome 1 est à 3€, le 2 aussi je crois. Enfin. Bref, ça vaut le coup. Et les tomes suivants, ils doivent être à 7€ comme tous les mangas, à peu près. C'est ça. Et donc, Assassination Classroom, c'est une excellente série. Elle est terminée en 21 tomes, ce qui est
pas trop violent pour une série de mangas. Il y a eu une adaptation en animé dont je ferai un petit aparté vite fait à la fin, puisqu'on a parlé tout à l'heure. Et Assassination Classroom, c'est quoi? Donc, techniquement, ça serait plutôt du shonen qu'on a tendance à mettre en seinen pour se border un petit peu, puisque le thème de l'histoire, c'est quand même d'assassiner son professeur. Donc, enfin voilà, juste pour éviter les soucis, on a tendance à le mettre dans la catégorie des grands. Le principe est simple en fait. Vous avez en couverture là un énorme sourire. En fait, ça reprend le visage de Koro Sensei. Donc c'est un être poulpesque aux capacités au-delà de surhumaines. Il se déplace à Mach 20 par exemple, en jouant en même temps parce que sinon il peut aller plus vite. Il est virtuellement indestructible. Il est aussi plutôt intelligent et enfin bref, c'est un peu tusté quoi tout ça. Et en fait ben voilà, un jour il arrive sur Terre. On sait pas trop ni pourquoi ni comment ni quand au début de l'histoire. Et en fait, il va avoir le gouvernement. Enfin, il détruit une partie de la Lune, pardon. J'ai oublié ce petit détail comme ça. Un petit claquement de doigts, poup, la moitié de la Lune est partie en fumée. Et il va avoir le gouvernement japonais en disant voilà, la Lune là, c'est moi. Donc branle-bas de combat, attention, on va s'occuper de lui. Donc bien sûr, tout le monde essaye de le tuer, mais rien n'y fait, parce que il est virtuellement indestructible. Et il dit voilà, alors j'ai mes conditions. Dans un an, je détruis la Terre. D'ici là, vous avez le droit d'engager tous les assassins que vous voulez pour m'assassiner. Il n'y a pas de problème. Je vais même vous expliquer quelles sont les matières qui peuvent me détruire. Mais par contre, je voudrais être embauché comme professeur principal dans ce bahut pour cette classe-là spécifiquement. Et d'accord. Et en condition supplémentaire, il faut que les élèves de cette classe aient pour mission eux aussi de m'assassiner, hein, que si jamais ils y arrivent, ils aient droit à la prime que vous allez proposer. Quelques milliards de yens, voilà. Sauver la planète, on va pas lésiner. Et donc, ben voilà, cette espèce d'être don de Seizu, très poulpesque, d'où le Koro Sensei, puisque ça veut dire poulpe. Hein. D'ailleurs, dans la version française, il y a quelques cases où il l'appelle professeur poulpe. Et donc, ben voilà, il va leur faire la classe. Et en fait, cette classe, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Dans ce lycée, le proviseur a une méthode d'enseignement très particulière. Et il part du principe que pour que les élèves excellent, il faut qu'ils aient quelque chose dans lequel ils ne veulent pas tomber. Donc la classe en question, la classe E, c'est la classe des déchets. Tellement à tel point que ben, les autres élèves ont carrément le droit de leur cracher dessus s'il faut. Donc l'objectif, c'est de surtout pas tomber dans cette classe. Et en fait, toute la série est intéressante parce que ce qui va se créer, ce qui va se passer, c'est le lien entre le professeur et ses élèves, entre les élèves entre eux, et comment ben, ces charmants élèves, après s'être fait marcher dessus pendant des années, vont essayer juste de relever la tête en fait, et d'apprendre à se regarder à nouveau dans la glace. Donc c'est vraiment, pour moi, une super série, c'est un énorme coup de cœur que je défends depuis longtemps à la librairie, parce que voilà, tout l'intérêt de la série, c'est les personnages, et ils sont pour moi tous, ou presque tous, bien travaillés. Voilà, voilà. Ah, je suis arrivé au bout. Timing parfait. Il poil au bout. Ouais, franchement, chapeau. Ah, c'est que vous entendez au moins certaines choses quand même qui arrivent dans les musiques derrière. Thio, qu'as-tu pensé de Assassination Classroom? Alors déjà, je vais faire mon cher, parce que je l'ai lu peut-être plus récemment que toi, Guillaume, mais Koro Sensei, il l'appelle comme ça, en fait, ça veut dire le professeur qu'on peut pas tuer. Ah, autant pour moi. C'est lui, des fois, qui se dit le poulpe. Et dans le tome 1, justement, tu as un des personnages, des élèves qui revient parce qu'il a été viré. Il a été exclu pendant quelques jours de la classe E. Et il lui dit, ouais, est-ce que je peux l'appeler le poulpe, ça va le mettre vénère et tout. Et il y a la fille qui lui dit, non, mais en fait, tu peux dire le poulpe, tu peux dire la pieuvre, il s'en fout. Parce que même lui, des fois, il le dit. Donc, non, c'est... bah écoute, d'une part, on va dire clairement que là, encore une fois, la couverture, elle n'était pas vendeuse. Parce que le smiley jaune qui te fait un sourire... Mais intrigante. Tu te dis, ok. C'est intriguant, ouais, mais en même temps, tu te dis, bon, je sais pas où ça va aller, quoi. Et finalement, bah ouais, Assassination Classroom, tu te dis, ouais, c'est...
le principe est pas mal, et puis il y a tout le côté, on va dire, relationnel avec ses élèves et entre eux, de cette classe un peu voilà, de serial loser, hein. Et les côtés des fois un peu guignolesques voilà, du Koro Sensei qui te fait à peu près n'importe quoi. Le mec, pendant la pause méridienne, en fait, il va se manger un plat de pâtes en Italie ou se prendre une glace et il revient juste dans la seconde, parce que comme il se déplaçait Magvin, il peut faire l'aller-retour dans le temps de pause. Et en même temps, sur le voyage, il va corriger les copies. Enfin, tous les profs rêveraient de pouvoir faire ça. Mais clairement, ouais, non, c'est une bonne série. Et je t'avoue que là, j'ai vraiment envie de voir la suite finalement. Tu es vraiment malin. Ça fait quand même plusieurs fois que tu nous sors comme ça des mangas. Ouais. Et tu me dis. Et après, ouais, t'as un petit goût de reviens-y, quoi. Ouais. Alors là, ça va, il est parti sur du 20 tomes seulement. Tu progresses, Guillaume. Ouais. En plus les 20 tomes, ce qui est bien sur les Assassination, je te coupe, Pierrick, c'est que les Assassination Classroom, c'est que du coup, toutes les couvertures sont de couleurs différentes, avec juste le smiley, en fait, le personnage qui change un peu, c'est ça dessus. Oui, l'expression du smiley change à chaque fois et les couleurs changent à chaque fois. Voilà, donc du coup, je pense que ça peut faire même une jolie collection chez toi, tu vois. C'est même esthétiquement, si tu veux, même la couverture, elle peut donner un truc. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce manga. C'est qu'un gros défaut que je trouve souvent dans les mangas, c'est que faut lire 2 tomes pour être lancé dans l'histoire. Et là, en un chapitre, t'es lancé dans l'histoire, en fait. Tu sens que ça va être beaucoup plus profond que ça en a l'air au départ, avec ce côté très très humoristique, etc. Mais là, en gros, il suffit de résumer le premier chapitre pour avoir lancé l'intrigue générale. J'imagine qu'il doit y avoir des mystères, des secrets. Pour le coup, j'imagine, Guillaume, t'as fini la série, toi ? Oui. Et tout est expliqué, il y a des secrets où tu fais waouh, je m'y attendais pas, pourquoi il a choisi cette classe, pourquoi il a choisi ces conditions, qui au départ ont l'air très d'être là juste pour placer un gag, quoi. Mais il y a une raison. Non, c'est tout, il explique tout. Il y a même des moments très tendus pour les élèves. Parce que bien sûr, tout ne va pas tout se passer comme il faut exactement, mais il referme tous les tiroirs qu'il a ouverts. Il explique tout. Il se laisse une porte ou deux pour que les gens puissent imaginer ce qu'ils veulent, pour que chacun puisse y amener un peu ce qu'il veut. Mais il explique. Déjà, on sait qui c'est, on sait d'où il vient, on sait pourquoi cette classe. Et puis certains ennemis qu'il rencontre, on sait pourquoi il les hait. Enfin bref, il y a franchement, pour moi la grosse réussite de cette série, c'est ce qu'il a fait de ses personnages. Et sans les personnages, en fait, la série ne tient pas la route 2 secondes, parce que, voilà, il s'agit d'assassiner quelqu'un, quoi. J'ai envie de dire, c'est un thème tellement classique que ça en est barbant, quoi. Mais ce qui tient la série, c'est toutes les histoires corollaires de tous ces personnages. Il les développe toutes à leur juste valeur. Bien sûr, les personnages principaux sont plus développés que les secondaires, mais tous les secondaires ont droit à leur petit moment. Et franchement bien. Et puis vraiment, tu t'attaches à tout le monde, quoi. Et de les voir relever la tête petit à petit, ça fait plaisir, quoi. Bon, clairement, c'est un coup de cœur pour toi, Guillaume. Thio, est-ce que tu irais dans ce sens-là, sachant que c'est toujours difficile sur un premier tome, hein. C'est compliqué sur un premier tome, mais je t'avoue que ouais, c'est vraiment pas un bouquin que j'aurais acheté. Et là, on est sur le truc, mais oui, j'irai, parce que je te dis, j'ai envie de savoir en fait comment est-ce qu'il. Comme tu disais, Guillaume, c'est tellement simple de scénario. Il faut tuer quelqu'un, mais en fait là, t'as vraiment envie de savoir comment est-ce qu'ils vont réussir à le tuer. Parce que même tous les essais qu'ils font, là, le fait d'essayer de sauter d'une falaise, de dire tiens, il va me sauver, donc je vais pouvoir lui tirer dessus pendant qu'il me sauve. Enfin, ils essaient toujours de trouver un truc pour essayer, et je pense que ça peut être vraiment fun de suivre le parcours. Donc ouais, je vais y aller. Ouais, moi je vous rejoins, hein, je vais pas poser la question non plus totalement incidemment. Si je vais poser la question juste pour vous dire, eh ben non, pas de coup de cœur. Il faut que je le fasse une fois pour faire l'enfoiré.
Mais non, je trouve que c'est un des meilleurs départs de manga que j'ai eu, parce que ça marche tout de suite, et c'est pas une évidence. On a envie vraiment de connaître la suite, et moi, c'est le genre de choses que je trouve assez rares dans du manga. Comme je disais, souvent il faut 2 tomes pour qu'ils aient posé leur ambiance avant de partir. Voilà. Là, ça va tout de suite assez vite, et on comprend tout de suite quelles sont les ficelles qui vont être tirées tout au long de l'intrigue. On sait pas où ça va nous mener, mais on sent ce qui va être tiré, et on a envie de tirer sur ces ficelles pour savoir où ça va aller, et on voit qu'il y a beaucoup plus de profondeur que ce que nous laisse sous-entendre ce côté très farce au premier degré. C'est Assassination Classroom, c'est de Yusei Matsui, c'est chez Kana. 3€ les 2 premiers tomes, et après environ 7€ les 20 tomes suivants. Un œil sur Inscription. Inscription est un jeu vidéo assez étonnant, qui a beaucoup fait parler de lui, parce que c'est un jeu qui sait surprendre. Quand vous lancez Inscription, vous arrivez sur un jeu avec des graphismes un petit peu à l'ancienne. On a l'impression de voir un vieux jeu, vraiment clairement. Et on se retrouve dans une 3D pas fantastique, face à une créature dans l'ombre qui nous invite à jouer à un jeu de cartes avec elle. Là, on se dit, on est peut-être face au diable, pour qui on va devoir jouer contre lui. Et là, on commence à avoir un jeu de cartes qui nous fait penser un peu au jeu à la Magic. C'est-à-dire qu'on a un deck, on sait les cartes qu'on a dedans. On a certaines cartes qu'on va pouvoir sacrifier pour pouvoir poser des cartes plus puissantes. Une sorte de système d'énergie, de mana pour avoir des cartes. Et on va devoir affronter l'adversaire en lui faisant des dégâts, sachant qu'il va pouvoir mettre des créatures devant nous pour se protéger. Et sachant que le principe, c'est que c'est une balance, et qu'en gros, il faut qu'on arrive à faire 5 de dégâts de plus que ce que lui nous a fait pour gagner. Point final. Le jeu commence, mais très vite d'un coup, on se rend compte qu'on peut se lever de sa table. C'est-à-dire qu'à chaque partie, on voit le niveau, on voit qu'on va pouvoir avancer dans un niveau après, qu'on va pouvoir avoir certaines cases sur une carte qui vont nous permettre d'avoir des nouvelles cartes pour améliorer notre deck, améliorer des cartes qu'on a, etc. Rencontrer des personnages qui vont pouvoir échanger des choses avec nous. Et puis d'un coup, on se rend compte qu'on peut se lever de la table et qu'on arrive dans une sorte d'ambiance escape game. C'est-à-dire qu'autour de nous, il y a des sortes d'indices et de choses bizarres. D'autant qu'il y a vraiment des choses bizarres, parce qu'on a une des cartes, elle nous parle. Le texte change dessus, et elle nous raconte que ouais, non mais c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on croit, et c'est pas qu'un jeu de cartes, et que c'est un peu compliqué. Et on va commencer à continuer à enquêter en dehors du jeu de cartes, tout en avançant dans le jeu de cartes, parce qu'il faut quand même qu'on arrive à battre le gars. Mais on va mourir, et donc on recommence une partie, mais il y a des choses qu'on a gagnées dans la partie précédente, en faisant le côté escape game, qui vont nous permettre d'être un peu plus fort et donc d'aller un peu plus loin dans le jeu. Et assez rapidement, au bout de peut-être 2 heures, 3 heures de jeu, on arrive à battre le boss, et d'un coup, et bah c'est là que je suis obligé de fermer ma gueule, parce qu'il se passe quelque chose où tu fais « Hein ? What the fuck ?» Ils sont en train de partir dans un délire méta, un truc de folie, et on a un jeu qui a un jeu de cartes, ce type jeu de cartes à collectionner, qui est plutôt réussi, avec au fur et à mesure des différentes phases de jeu, plein de mécanismes très intelligents qui sont imbriqués les uns dans les autres et qui font que vraiment il y a une stratégie qui est très plaisante au niveau du jeu de cartes. Mais au-delà de ce jeu de cartes qui, rien qu'en soi, est plaisant, on a un système d'intrigue, une histoire autour de ça qui est assez bluffante, assez prenante et qui te laisse sur le cul. C'est pas un temps de jeu énorme, c'est pas un jeu très très cher, il doit coûter une quinzaine d'euros, je crois. Je crois qu'il existe sur PC, sur Steam ou l'Epic Game Store, peut-être sur Switch, ça serait à vérifier. Mais franchement, c'est pas graphiquement que ça m'a bluffé, mais ça m'a laissé sur le cul, et il y a des moments où je me suis retrouvé à dire oh, faut que je finisse. C'est ce genre de jeu où tu te dis oh là là, je suis bientôt à la fin, je fais encore un tour, histoire de voir où ça va me mener, et où d'un coup il est 2h du mat'. Voilà.
Je vous recommande Inscription. Franchement, c'est un petit jeu qui a été fait par une petite équipe avec les moyens du bord et qui est d'une intelligence et d'une efficacité et dans le final laisse sur le cul au point que j'ai pas osé relancer le jeu parce que j'avais peur de ce qu'il allait se passer quand je relançais le jeu. Voilà, c'est assez étonnant. Donc voilà, je sais pas si vous en aviez entendu parler ou pas. Ça reste Pas non, du tout. pas du tout. Voilà, bon moi je vous recommande si vous avez l'occasion de découvrir Inscription. Eh bien, merci de nous avoir suivis dans cette émission. Sur ce, je crois qu'on peut se dire à très bientôt. Alors, on espère qu'on va réussir à avoir un programme qui va devenir un peu plus clair, que nos prochaines émissions vont pouvoir être enregistrées dans des vraies conditions de live où on est autour d'une table, qu'on sera tous présents et en bonne santé, que le virus se sera éloigné, aussi bien pour nous que pour vous. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de prendre soin de vous, prendre soin de vos proches, de réussir à ne pas être trop malade, même si vous êtes malade, car ça circule pas mal quand même en ce moment. Et puis d'être là pour nous écouter la prochaine fois. Merci encore, à très bientôt. On se retrouve d'ici un petit mois ou un peu plus pour le prochain enregistrement. Et bien sûr, on essaye d'être là toutes les semaines en podcast. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. À bientôt les gens.